Martino. Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça. On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Alors, Stéphanie, pas rien que nous autres qu'on a l'impression d'être vendredi. Luc aussi a l'impression d'être vendredi. Alors, c'est la version vendredi 9h30 après 2 dry martini. Donc, pas de veston, pas de cravate, un peu décolleté. Salut, Luc. C'est la version conciliation, travail, famille, juste avant un scotch. Donc, je corrige un peu la version présentée. Écoute, Luc, ça regarde mal pour les tarifs de Trump, hein, parce que les juges de la Cour suprême semblent sceptiques. Écoute, ça devrait être, au plan théorique, pour moi, c'est particulièrement intéressant parce que il y a sur la Cour suprême, puis j'en profite pour souligner le décès de Dick Cheney en même temps, il y a des juges qui étaient assez près d'une philosophie, d'une interprétation de la Constitution qui accordait plus de pouvoir au pouvoir exécutif, ce qu'on appelle la théorie de l'exécutif unifié, si ça vous tente de chercher un petit peu plus loin. Donc, c'est intéressant parce que jusqu'à maintenant, dans plusieurs domaines, entre autres sur les questions criminelles, l'immunité présidentielle aux criminels, on a l'impression que cette cour-là penche résolument du côté de la présidence. Moi, j'ai toujours dit, là, c'est d'accord pour les républicains, c'est un républicain qui est là. Le jour où un ou une démocrate revient, normalement, les mêmes règles du jeu vont s'appliquer. Donc, il y a ça en partant. Et donc, ce que j'ai trouvé intéressant des questions qu'on a entendues, que les juges ont posées aux avocats des deux partis, mais bien sûr aux avocats du pouvoir exécutif, de la Maison-Blanche, les questions étaient intéressantes parce qu'on semblait douter du pouvoir du président. Donc, on a carrément interrogé les avocats en disant qui les paie les tarifs? Et on a dit, c'est les Américains. Et on a dit, finalement, les tarifs, ce seraient des taxes. Et les taxes, ça ne relève que du Congrès. Donc, il y avait clairement un penchant de plusieurs juges. Sur les 9, là, je vais être curieux de voir la décision, puis combien de juges vont être, parce que ça semble pas faire l'unanimité de ce qu'on a entendu, mais ça en prend 5 pour gagner ou pour perdre, là, dépendamment dans quel camp on se trouve. Mais les questions soulevaient beaucoup de doutes sur est-ce que ce que le président américain invoque, c'est-à-dire une situation de menace ou d'état d'urgence, c'est suffisant pour faire, entre guillemets, avaler des taxes aux Américains sans passer par le Congrès. Donc, ça, c'est intéressant au plan théorique parce que, je répète, Donald Trump, normalement, ne revient pas. Il n'est pas là pour un 3e mandat. Ça va être un autre républicain ou ça va être un démocrate. Mais les mêmes règles du jeu vont s'appliquer. Maintenant, est-ce que Donald Trump, s'il perd là, c'est la fin pour les tarifs? Est-ce qu'au Canada, on peut se mettre à applaudir tout de suite? Est-ce que dans une grande partie de la planète, on peut se mettre à applaudir puis dire... Écoutez, nous, on a signé un peu des ententes sous la menace, là, avec un fusil sur la tempe. On enlève des tarifs ou on en met moins si vous signez ou vous signez pas, ça change le jeu. Donc, avant que tout ce beau monde-là retourne à la table à dessin et qu'on se mette à renégocier les ententes ou à lever les bras, sachez, malheureusement, si on est Canadien, sachez pour nos... ça prend du temps, et 2, c'est qu'il y a d'autres lois que Donald Trump peut utiliser. On a déjà d'autres scénarios sur la table pour dire on va maintenir des tarifs. Ce qui risque de changer en cas de défaite de Donald Trump, un approfondissement finalement des pouvoirs du président. On va être plus connaissant des limites du pouvoir présidentiel. De l'autre côté, c'est qu'il va falloir voir maintenant de quelle loi Donald Trump va s'inspirer. Parce qu'il y a des lois sur lesquelles il peut aller jusqu'à 10% de tarifs, donc ça risque de s'appliquer à nous. Ou encore, pour certains pays, mais pas sur l'ensemble des pays, sans entrer dans toutes les technicalités, on peut aller jusqu'à 50% de tarifs. Mais donc, il n'a pas épuisé toutes ses cartouches, Donald Trump, ou tous ses recours, et dans son équipe, on a déjà un plan B. Donc, et pour les démocrates ou pour les opposants aux tarifs, avant de crier victoire, dites-vous, oui, on vient de gagner au plan théorique et devant la Cour suprême, mais la question des tarifs ne disparaît pas de la planche à dessin de Donald Trump. Et tu veux nous parler d'une personnalité importante de la vie politique américaine qui se retire de la politique, c'est Nancy Pelosi. Écoute, Nancy Pelosi, c'est, pour bien résumer sa présence sur la scène politique, qu'on soit républicain ou démocrate, souvent, moi, quand j'ai à me prononcer sur est-ce qu'une figure politique a été importante, souvent, la question que je me pose, c'est est-ce que je l'aurais voulu dans mon équipe? Républicain ou démocrate, il y a des gens qui sont des stratèges. Nancy Pelosi, disons qu'il y a un match de hockey ce soir, j'aurais pas aimé jouer contre.
Donc, c'est la demi-dove des démocrates. C'est-à-dire elle est spectaculaire, elle a l'air un coup d'avance sur tout le monde. C'est une femme qui a eu une carrière prolifique après avoir été, pendant une courte période, mais ça fait partie du mythe, une femme à la maison. Elle a élevé ses 5 enfants pendant que son mari travaillait. Elle est donc restée à la maison et elle a souvent joué cette carte-là en disant, écoutez, après avoir négocié avec 5 enfants, je peux aller au Congrès puis négocier. J'en ai vu d'autres finalement. J'ai développé mes aptitudes. Et moi, je soulignerais, puis j'ai un extrait vidéo après, mais un extrait sonore. Je soulignerais bien sûr, c'est une stratège qui est très importante. C'est la première femme speaker de la Chambre des représentants. Mais au-delà du fait que c'est une femme, j'ai envie de te dire que c'était une des speakers les plus influentes et les plus habiles de l'histoire américaine. Et il y a eu quelques grands noms parmi les speakers. Si Obama est parvenu à faire passer Obamacare, dont on discute ces jours-ci encore pendant la fermeture des services gouvernementaux, c'est en partie parce que Mme Pelosi est allée lui chercher la majorité nécessaire. Et si Joe Biden, et là bien sûr on est démocrate, si Joe Biden est parvenu à faire passer des mesures au début de son seul mandat, c'est parce qu'il avait Nancy Pelosi dans son équipe. Mais Nancy Pelosi, dans son équipe, c'est peut-être aussi se voir montrer la porte de sortie et Joe Biden l'a appris à ses dépens. C'est-à-dire que ça s'est réglé en coulisses, le départ de Joe Biden et Mme Pelosi faisait partie des gens, même une fois retirée comme speaker ou comme présidente de la Chambre, elle avait encore une grande influence. L'autre chose, au-delà de ses qualités de stratège, et c'est encore plus important ces jours-ci de s'en rappeler, elle était capable d'asseoir les démocrates et de les forcer à travailler ensemble. Parce que être meneuse ou meneur chez les démocrates ou chez les républicains, c'est bien sûr affronter l'ennemi, mais c'est être capable aussi de rassembler son équipe et que tout le monde tire dans le même sens. Et je voulais que l'équipe nous l'a préparé. Je voulais qu'on regarde un court extrait quand on s'apprête à prendre un vote sur la procédure de destitution. Et il y a des démocrates qui commencent à chahuter. Et c'est une image qui a mené à des mimes, à des récupérations sur les réseaux sociaux. Regardez ce que fait Nancy Pelosi. OK. Are 230. The nays are 197. Present is 1. Article 1 is adopted. The question. Hein? Donc, pour ceux qui ne regardent pas en même temps, qui ne sont qu'à l'écoute, c'est qu'on vient de voter l'article 1 pour la procédure de destitution. Elle a bien sûr le gavel, ce fameux marteau dans la main. Et là, il y a des démocrates qui s'apprêtent à applaudir. En anglais, on dirait spike de football, à célébrer. Et avec des yeux qu'on ne voulait pas qu'ils nous regardent, puis une poigne de fer, elle leur a fait signe, non, vous applaudissez pas. C'est un moment solennel et on va pas donner l'impression aux Américains qu'on se réjouit, on va de l'avant avec la procédure. Et si tu as remarqué, et ça même à l'écoute, on pouvait le sentir, ça arrête instantanément. Et c'est une des images que je retiens de Nancy Pelosi, c'est-à-dire que il y a beaucoup de têtes fortes dans tous les partis politiques. Il y a des opposants à l'intérieur d'un même parti. Elle était capable d'imposer le respect et de faire taire les plus récalcitrants. Et j'ai toujours en tête cette image-là quand je pense à Nancy Pelosi. J'aurais aimé l'avoir comme gouvernante de mes enfants quand il était jeune. Là. OK, merci beaucoup. Et puis d'ailleurs, rapidement, mais il y a un gars qui est tombé sans connaissance pendant le point de presse de Donald Trump. Pouf, il est tombé sans connaissance. Et tu vois le gars qui est par terre et des gens qui lui viennent en secours. Puis Donald Trump est bien droit, puis il regarde devant lui, il a l'air à s'en sacrer totalement. Vous allez voir, c'est devenu viral. Il y a deux choses à observer. Robert Kennedy Jr. qui a l'air d'être sur le point de battre le record du monde aux 100 mètres. Donc, peut-être allait-il chercher de l'aide, mais ça donne l'impression qu'il fuit le site. Et Donald Trump qui se tient debout et l'air complètement perdu, hagard, pendant que quelqu'un à côté a besoin des premiers soins. Donc, c'est les deux vidéos virales qu'on a tirées de cet incident. Surréaliste. Merci, Luc. À demain. Salut. Bye.